La traite négrière ou la vente aux enchères des Africains en Libye, la position attentiste de la République démocratique du Congo ou la réaction du gouvernement qui est arrivé en interpellant l'ambassadeur de la RDC à Tripoli, cette action est-elle suffisante? Les droits de voter, les élections, ainsi que les sanctions de l'Union européenne sont cela les sujets que nous allons aborder avec M. Landry Kassouma, qui, mesdames et messieurs, je vous demande de le suivre attentivement. C'est un jeune politicien et en même temps cadre du MLC. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur Faustin et merci de votre invitation ce jour. Merci beaucoup. Je sais que comme nous, vous avez appris comment les Africains sont vendus en Libye en tant qu'humains. Quand vous avez appris cette nouvelle, comment avaient été vos impressions? Bien sûr, pas seulement en tant qu'Africain, mais en tant qu'être humain. J'ai pris cela avec une grande désolation et de constater qu'aujourd'hui, en 2017, à l'époque où nous sommes à l'ère de la modernité, qu'il y ait encore ce genre d'actes qui se passe en Afrique, c'est quelque chose qui pourrait être invraisemblable si on ne l'avait pas vu ou vécu. Mais cela aussi nous interpelle, nous, jeunes Africains, nous, dirigeants africains, à se poser la question d'abord de pourquoi ces jeunes quittent leur pays et prennent le risque de braver autant de peine pour se retrouver dans les pays européens. C'est là aussi la question que nous devons nous poser. Que faisons-nous pour notre jeunesse, pour son encadrement quand ils sont ici sur place, notamment en termes d'emploi? Parce que nous avons plusieurs de ces jeunes qui sont formés, qui à un certain moment se rendent compte que l'épanouissement, l'émergence n'est pas possible ici sur place et se décident d'aller vers d'autres cieux, d'autres nations. Est-ce qu'au-delà de cette question que vous vous posez, n'y a-t-il pas moyen, ne fût-ce que de comprendre l'origine de cette traite que j'appellerais aujourd'hui le néocolonialisme? Puisque nous avons dépassé cette étape qui date d'il y a plus de 50-60 ans, où on vendait les Africains. Aujourd'hui, cette pratique refait surface en Afrique. Vous pouvez détecter les origines de cette traite négrière qui refait surface. Détecter les origines exactes, peut-être pas, parce que mais peut-être s'imaginer. N'ayant pas la totalité des informations sur ce dossier, mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère où l'Africain est en train de vendre l'Africain. Bien sûr, toujours avec la bénédiction du monde occidental. Okay? Il est où le problème? Le problème, c'est l'immigration. Okay? Alors, pourquoi il y a cette immigration en Afrique? C'est parce que chez nous, dans nos pays, nous n'avons pas les conditions nécessaires à l'épanouissement de nos jeunes, de nos populations. Que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de santé, en termes d'épanouissement, en termes d'avenir. Voilà pourquoi nos populations sont presque obligées à aller vers d'autres cieux. Alors, le monde occidental, dans sa décision de combattre l'immigration, je pense, est quelque part impliqué dans cette vente. Monsieur Régis Landry, pour décourager les candidats à l'immigration à ne plus y aller. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le mouvement de retour. Chaque pays aujourd'hui est en train de ramener ses ressortissants vers les pays d'origine. Donc, l'immigration est contrecarrée. Quelque part, l'Europe en est bénéficiaire. Sont-ils impliqués dans ça? Sont-ils impliqués dans ça? Et quelque part, je dirais que oui. Quand vous pointez du doigt plutôt la complicité du monde occidental dans la vente de l'Africain à l'Africain, vous voulez dire que c'est la France qui serait à la base, puisque la crise actuelle en Libye a été, entre autres, soutenue par la France depuis l'époque de Nicolas Sarkozy. Vous êtes d'avis de ceux qui pensent que c'est la France qui serait à la base de cette traite négrière? L'Occident, ce n'est pas la France. Je parle du monde occidental. C'est une nuance que vous avez peut-être... vous n'avez pas voulu en parler. J'explicite mes mots à moi. Okay. L'Occident, ce n'est pas la France. C'est tout le monde occidental qui aujourd'hui est victime de cette immigration. Alors, il y a eu plusieurs réunions, plusieurs rencontres pour parler et trouver des mécanismes pour combattre l'immigration des Africains vers l'Europe. Parce que, sachez aussi que l'immigration en Europe, il n'y a pas que les Africains qui y vont, il y a aussi les Asiatiques, il y a aussi les Sud-Américains. Donc, ils sont face à un certain problème qu'ils sont en train de combattre. Mais, aussi, vous avez raison quand vous dites que la frappe de la France en Libye a causé des problèmes pour les Libyens eux-mêmes. Ce n'est pas la guerre de Libye
de la Libye qui a causé des problèmes au Congo. Ce n'est pas ça. Mais en Libye, oui, moi je dis que la frappe de Nicolas Sarkozy à son époque où il était encore président de la France a contribué aujourd'hui aux difficultés que vit le peuple libyen. Ça, personne, alors personne ne peut me dire le contraire. Et si nous voulons ici spécifiquement parler de notre pays, vous estimez que la réaction de notre gouvernement en interpellant notre ambassadeur qui est à Tripoli de revenir ici, au regard de tout ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, les grandes stars, notamment de Alpha Blondy, il y a beaucoup de journalistes et les messieurs de notre pays qui se sont exprimés via WhatsApp, via Facebook et consorts. Vous estimez que le fait que le gouvernement rappelle notre ambassadeur à Tripoli ici, cela soit une solution suffisante pour que le monde entier comprenne que la RDC dénonce ces actes qu'on peut qualifier des actions animales? Si la RDC dénonce ces actes, moi je m'aligne derrière mon gouvernement sur cette question et je pense qu'elle a raison. Okay? Si elle pense que, en termes de langage diplomatique, une des actions serait de rappeler l'ambassadeur vers Kinshasa pour démontrer sa protestation sur cette question-là, là encore je dis qu'ils ont raison. Mais là où je ne comprends pas, là où je suis un peu indigné, c'est de savoir s'il fallait attendre qu'il y ait Claudicia ou Alpha Blondy qui dénonce cela sur les réseaux sociaux pour que mon gouvernement ait cette information-là. Alors que nous avons une ambassade à Tripoli. Okay? Cette ambassade-là n'a pas eu des informations sur les difficultés des Congolais sur place. Il fallait que des stars d'autres nations répondent cette information-là pour que mon gouvernement s'en saisisse. Est-ce qu'il était seulement nécessaire? C'est là où je pense que c'est irresponsable de la part de Je vous remets la parole tout à l'heure. Est-ce qu'il était seulement nécessaire que la RDC réagisse dès lors que dans tous les noirs vendus, il n'y avait aucun Congolais? Est-ce qu'il était vraiment nécessaire que la RDC réagisse le plus vite possible? Pensez-vous qu'il n'y a pas de Congolais en Tripoli parmi ceux qui souffrent? Jusque-là, selon les informations qui sont en notre possession, il y a beaucoup plus le Ouest africain. Les Congolais ne sont pas encore sérieusement identifiés jusque-là. Vous avez vu toutes les vidéos. Donc vous estimez que cette réaction du gouvernement serait venue en retard puisque seulement il a fallu que le gouvernement réagisse avant Alpha Blondy et les autres que vous avez cités ici? Moi je pense, ok, selon aussi les informations que je possède, qu'il y a des Congolais à Tripoli qui aussi sont dans des conditions difficiles. Sont-ils dans le lot de ceux qui ont été vendus ou non? Si dans ce lot-là, il y a des Congolais, là aussi, je n'ai pas eu cette information-là. Mais le Congo, en tant que nation, doit être solidaire des difficultés des ressortissants de ces pays voisins et compères. Voilà pourquoi je trouve et je m'aligne derrière la décision du gouvernement de rappeler son ambassadeur et de protester face à cela. Mais là non plus, ce n'est pas suffisant parce que si nous avons des compatriotes qui sont en difficulté là-bas, il faut pouvoir organiser leur retour vers notre pays. Mais une fois sur place ici, il faut qu'il y ait une solution palliative à leurs questions, à leurs besoins qui les déportent vers ces nations-là. Qu'est-ce qu'ils feront ici sur place? Qu'est-ce qu'il y a comme structure d'encadrement ici des jeunes en termes de chômage aujourd'hui? Quel est le taux de chômage de la jeunesse congolaise? On me dit que c'est plus de 90%. Alors concrètement, pour tenter de trouver des pistes de solutions afin que cette pratique animale ne revienne plus, qu'est-ce que vous proposez comme solution au niveau d'abord interne, au niveau de notre pays, pour que les gens ne puissent pas encore migrer en désordre pour subir le même sort? Je vous parlais du problème du chômage. C'est une solution. Je vous parle aujourd'hui d'un besoin d'encadrement des jeunes qui veulent entreprendre, l'entrepreneuriat congolais. Il faut le stimuler, il faut l'encadrer. Aujourd'hui, nous avons des jeunes bourrés de talent, des jeunes. Hier soir encore, j'étais quelque part où il y a un monsieur, un Congolais, écrivain, qui est venu, qui m'a présenté un livre qu'il a écrit, mais il a des difficultés de publication, il a des difficultés d'édition de son livre. Y a-t-il ici sur place des structures, okay, qui peuvent par des systèmes mis en place encadrer ce genre de personnes pour les aider à éclore avec leurs idées, avec leurs talents? Bien sûr, des systèmes où il peut y avoir des prêts, ok, des prêts, et puis après il y a un système de remboursement. Y a-t-il aujourd'hui des systèmes pour encourager les startups? Dans le monde de high-tech aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Allez voir ici à côté au Rwanda, allez voir en Côte d'Ivoire.
ce que fait la diaspora ivoirienne. Des jeunes qui se sont retrouvés à l'étranger, après des années, ont acquis certaines expériences, ils reviennent sur place pour créer des emplois sur place, pour essayer de ramener un petit bout de ce qu'ils ont vu à l'étranger et de ramener au pays pour le développement de la nation. Monsieur Allez voir Landry, cela au Sénégal encore. vous estimez que selon vous, pour tenter de pallier à cette situation, il va falloir au préalable créer des emplois. Cela permettra, n'est-ce pas, aux jeunes qui sont voués tout le temps à pouvoir aller vers l'étranger, de pouvoir rester ici. Et je signale que vous êtes un cadre du MLC, vous êtes un jeune politicien. Il n'y a pas longtemps, quelques jours passés, le monde a célébré la Journée internationale des droits de l'homme. Un aperçu général dans notre pays. Est-ce que vous estimez que dans notre pays, les droits de l'homme sont respectés? Vous estimez qu'on peut parler des droits de l'homme vraiment dans notre pays au regard de tout ce que nous vivons comme réalité dans notre pays? Merci de vous aider dans ma présentation de dire un jeune en politique et non jeune politicien. Merci beaucoup. Mais en termes de droits de l'homme, je pense que vous vivez ici au pays et que vous savez que nous avons encore beaucoup d'efforts à entreprendre dans ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours une certaine difficulté, surtout de la part de notre gouvernement, de laisser la population ou l'opposition s'exprimer. Quand vous parlez de la population, manifester. Il faut marquer une démarcation entre la population et l'opposition. Je parle de la population en termes du peuple. Donc, tentez de créer une démarcation entre la population, puisque l'opposition n'équivaut pas à la population. Ça, nous devons en être sûrs. Vous pouvez alors continuer. Dans mon propos, je pense avoir dit l'opposition et la population. Libre. Donc, oui, j'ai fait deux groupes différents. Oui. Je continue mon propos. Alors, ces deux groupes-là ont une certaine difficulté à s'exprimer. Je pense que vous n'allez pas me contredire. À chaque fois qu'il y a des partis d'opposition qui demandent à aller dans des manifestations, le droit de manifester ou l'information n'est toujours pas reçue. Aujourd'hui, je parle de Kinshasa, au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, pour permettre à ces regroupements de l'opposition de manifester. Mais quand il y a un parti de la majorité présidentielle qui manifeste, là, ils ont toujours leur permission. Quand il y a aujourd'hui des manifestations des jeunes de la société civile, parce que quand je parle de mouvements citoyens, c'est la société civile, ça veut dire le peuple. Ce n'est pas des partis politiques. Quand aujourd'hui ils veulent manifester, quand aujourd'hui ils veulent porter leur voix pour exprimer leur desiderata, ils sont systématiquement agressés par des forces de l'ordre et s'ensuit des arrestations. Bon, pour diverses raisons, et puis après un moment, chacun, selon l'évolution de son dossier, est relaxé. Donc je pense qu'à ce niveau-là, surtout sur le plan politique, il y a encore beaucoup d'efforts à entreprendre sur ce point-là. Je pense aussi que vous êtes journaliste, j'apprends toujours qu'il y a encore certaines brutalités avec des membres de la presse, que ce soit à Kinshasa comme en province. Donc là encore, le chemin est grand, le gouvernement congolais est aujourd'hui, il siège aux Nations Unies. C'est déjà à partir de ce janvier, s'il va être membre effectif des droits de l'homme. Oui. Je pense vraiment qu'ils prendront la mesure de cet engagement qui est fait de leur part et qu'ils agiront en fonction du code éthique de l'organisme dans lequel ils vont siéger. Mais concrètement, au regard de l'évaluation des droits de l'homme dans notre pays, aujourd'hui, les gens peuvent passer à la télévision comme vous le passez tout à l'heure. Vous pouvez parler à mal du régime en place. Il y a quand même beaucoup de médias qui sont en place aujourd'hui. Cela ne démontre pas suffisamment qu'il y a quand même droit de l'homme dans notre pays, dès lors que n'importe qui peut passer à la télévision, ne fût-ce qu'avoir un mot à dire sur le chef de l'État, même si d'aucuns estiment que fin mandat, on peut cracher n'importe quoi sur lui. Donc ce n'est pas ça des progrès significatifs en ce qui concerne les droits de l'homme dans notre pays, même si vous êtes un peu dur dans vos critiques. Vous savez, quand nous venons sur votre plateau, ce n'est pas pour parler en main du gouvernement. C'est pour apporter une critique de l'action du gouvernement. Et la critique est positive. Qui doit être basée sur l'objectivité. La critique est positive comme négative. Oui. Quand j'ai parlé de la Libye, j'ai dit que je me suis aligné derrière mon gouvernement. J'étais positif. Laissez-moi aussi le droit d'être négatif. Et venir sur votre plateau pour donner mon opinion, c'est un droit, ce n'est pas un cadeau qui m'est fait de la part du gouvernement congolais. Ça fait partie, effectivement. Donc, ça fait partie de mes des avancées. Des donc, je ne vais pas être surpris d'avoir je ne vais pas être surpris de pouvoir entrer en possession de mes droits, ok? Mais je vais plutôt voir cette partie des droits qui n'est pas remise de nature, parce que ce sont des droits à moi. La presse a le droit de fonctionner normalement. Moi, en tant que
parti politique ou moi en tant qu'homme politique, j'ai le droit de fonctionner normalement. Bien sûr, dans la limite de mes droits. Si, sur votre plateau, je vais lancer des invectives personnelles à l'encontre des responsables de l'État, ok? Là aussi, celui qui sera touché a le droit de me poursuivre en justice. C'est ça aussi le droit, c'est ça aussi la démocratie. C'est en rapport avec cela que je voulais dire que vous, politiciens, aujourd'hui, vous avez pris en otage la population. Vous êtes en train de lui priver son droit le plus légitime, son droit le plus reconnu, qui est celui de voter ses futurs dirigeants, avec les processus électoraux que vous êtes en train de torpiller à tort et à travers. Est-ce que les élections comme telles peuvent être un droit pour la population ou c'est quelque chose qu'on peut parler en termes de promesses comme nous l'avons entendu les jours jadis? Je suis quand même touché de votre interpellation quand vous dites que vous, politiciens, avez pris... c'est la scène politique aujourd'hui. Quand vous dites que vous, politiciens, avez pris en otage la population, je suis touché parce que quelque part vous avez raison, ok? Mais il s'agit d'une certaine classe politique de laquelle je ne fais pas partie. Il s'agit, à mon avis, vraiment c'est mon avis, du gouvernement, de l'exécutif, de la majorité présidentielle qui, par manque de volonté politique, ont organisé l'absence des élections en 2016 et en 2017 aussi. Là maintenant, nous avons le cap fixé vers 2018 et nous espérons avoir les élections en 2018. Mais en tant que politique, si vous mettez tous les politiques dans le même sac, j'accepte votre mot. Alors, le peuple congolais a le droit d'aller aux élections. C'est un droit qui lui revient de par sa constitution. Ok? Et personne n'a le droit de lui retirer son droit de vote. Le problème aujourd'hui, c'est que l'élection n'est pas organisée. La difficulté que nous avons aujourd'hui, nous, partis de l'opposition, c'est que nous faisons beaucoup de pression pour arriver à avoir les élections. Une fois les élections organisées, le président Kabila, qui a fait ses 2 mandats, que nous félicitons et remercions pour les valeureux services rendus à la nation, devra déposer son siège et aller au Sénat, là où il sera sénateur à vie, parce qu'après la présidence, il y a encore une vie qui continue. Et un autre Congolais, qu'il soit de l'Est, du centre ou de l'Ouest, qu'il soit de la majorité, de l'opposition, ok? Un autre Congolais va le remplacer, il va diriger la nation pendant les 5 ans et après il y aura encore élection. Nous devons revenir à un cycle électoral régulier, c'est tout ce que nous demandons. Donc vous estimez que les processus électoraux n'est pas pris en otage, le peuple a pleinement le droit d'attendre positivement les élections et il va d'ici peu voter, même si vous n'êtes pas porte-parole de la CENI. Le peuple a le droit d'exercer sa pression, tel que nous l'avons vécu avant-hier, jeudi, avec l'action de l'Église catholique, cloche et sifflet. Le peuple a le droit de faire la pression pour arriver à avoir les élections, parce que c'est anormal que nous prenions 2 ans de retard sur l'organisation des élections. Cela sans, à vue d'œil, le manque de volonté politique. Voilà pourquoi nous devons faire la pression pour que le peuple aille aux élections. Voilà pourquoi le MLC s'est engagé dans le combat pour libérer le processus électoral qui est pris en otage et mis à mal en ce moment. Donc, merci beaucoup d'éclaircissements que vous êtes en train de nous apporter. Et, entre autres, les moyens d'expression que nous connaissons, il y a manifestations publiques, il y a également les actions initiées par les évêques de la SENCO. Nous avons d'abord les camps échéants, celui de l'archidiocèse de Kinshasa, où les actions de cloches, des sifflets, des klaxons sont déjà envisagées depuis le jeudi soir. Vous avez vu comment, dans presque tous les quartiers de Kinshasa, on a sonné, on a utilisé son assiette qui a pris son sifflet pour tenter d'exprimer, pour tenter de réclamer l'attenance, réclamer le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, ainsi que le respect du calendrier. Cette façon d'agir des évêques, ce n'est pas un appel à l'insurrection. Est-ce que c'est un droit légitime reconnu à une église qui est censée être au milieu du village ou appeler au calme pour ne pas contribuer au versement du sang dans la population? Vous savez, M. Faustin, cette notion d'église au milieu du village, je pense qu'elle est révolue. L'église n'a pas vocation d'être au milieu du village. L'église a vocation d'être à côté de la justice.
Donc vous voulez dire que l'Église catholique a déjà s'était trompée. Auparavant, on l'appelait Église au milieu du village. Et cette expression-là ne vaut plus sa peine aujourd'hui au regard de ce qu'il y a comme souffrance dans notre pays. Dans le cas actuel de la République démocratique du Congo, c'est quoi être au milieu du village? C'est-à-dire... C'est de laisser... Ah oui, allez-y. Être au milieu du village, bien que ce n'est pas vous qui me posez des questions, mais je vais tenter d'élucider. C'est-à-dire que ne pas manifester une position qui peut pousser les uns et les autres à croire que vous appartenez à un quelconque camp. Vous savez, l'église au milieu du village, tel que vous l'expliquez là, ça veut dire laisser ceux qui ne veulent pas organiser les élections continuer dans leur machine, laisser ceux qui sont en train de souffrir continuer dans leur souffrance, et vous être au milieu pour éviter qu'il y ait affrontement entre les deux. Ce n'est pas ça le rôle de l'église. Le rôle de l'église, le rôle de l'église, l'insurrection. Le fait de siffler, le fait de passer par les cloches, c'est un moyen de rappeler à ceux qui sont au pouvoir que le peuple qui est de l'autre côté a besoin des élections pour renouveler sa classe politique. Après les élections, l'église restera l'église. Ça prendra encore 1 ou 2 siècles jusqu'à la fin du monde. L'église restera l'église. Et vous pensez que... Et l'église va se pencher du côté du bien. L'église ne peut pas être au milieu entre le bien et le mal. Mais pourquoi initier ce genre d'action dès lors que le calendrier électoral était publié et nous connaissons que tel jour, telle date, il y aura élection? Quand vous êtes en train d'appeler encore le peuple à des clochettes et consorts, ce n'est pas une façon d'appeler au boycott à tout ce que la CENI a mis en place et retarder encore le processus électoral. Et vous avez suivi les objectifs de l'église catholique quand ils ont lancé cette action. Ils ont dit c'est pour veiller sur le respect de l'accord du 31 et c'est pour obtenir de manière effective l'organisation des élections. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous demandons nous aussi au MLC. Nous voulons arriver à l'organisation des élections. Alors tous les moyens de pression sont bons pour éviter aujourd'hui, parce que nous semblons aller vers décembre 2018, le 23 décembre, pour éviter que pendant cette année qui nous reste, il y ait encore des situations qui vont faire que nous allions vers un nouveau report des élections. Nous devons rester vigilants. À dater de ces jours, jusqu'au jour des élections, nous serons vigilants pour que tout se passe de la meilleure des manières et qu'on ait l'organisation des élections. C'est tout ce que nous demandons, c'est tout ce que nous voulons et tout ce que nous attendons. Et ce que nous voulons, nous allons l'obtenir. Voilà pourquoi vous êtes en train de politiser l'action de l'Église catholique. Voilà pourquoi nous sommes en train de féliciter l'Église catholique dans son action et nous sommes en train d'y participer et de l'accompagner. Est-ce que vous êtes conscient que vous, politiciens, aujourd'hui, vous n'êtes plus crédible aux yeux de la population? Vous commencez maintenant à attendre que l'Église catholique prenne le devant pour que vous puissiez en profiter au regard de différents débauchages, au regard de beaucoup de propos qui n'ont pas été réels, que vous avez pu prononcer sur la place publique. Vous avez donné des espoirs à la population. Aujourd'hui, la population ne se retrouve pas dans ses droits les plus légitimes. La population est en train de croupir dans une misère qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi que vous êtes en train de vous allier derrière l'Église catholique. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, la classe politique a montré une certaine limite dans son action et dans sa réaction. Et nous sommes conscients aujourd'hui que la majorité présidentielle a montré la grandeur de son insuffisance à mener cette nation vers le développement. Voilà pourquoi, avec tous les partenaires, tous ceux qui veulent aller vers les élections, nous marchons ensemble. Nous n'allons pas nous accrocher derrière l'Église catholique pour en faire un parti politique. Ça n'en est pas un et ça ne sera jamais un. L'Église restera l'Église, comme je l'ai dit. Mais nous, de l'opposition, allons combattre la majorité présidentielle actuelle. Nous allons avoir des élections. Et après les élections, la classe politique va se recomposer. Ceux qui prendront le pouvoir auront comme devoir de ramener la nation vers le développement. Nous avons besoin d'un Congo qui existe, un Congo qui soit fort. Au jour d'aujourd'hui, M. Landry Kassoman, quels sont les droits de la population que cette majorité en face de vous, bien sûr, n'a pas pu respecter, que vous, comme opposition aujourd'hui, si jamais vous êtes au pouvoir, vous serez en mesure de réaliser les droits les plus élémentaires, les plus légitimes surtout, que la majorité n'a pas pu respecter, que vous prétendez vous accomplir lorsque vous serez peut-être une fois au pouvoir? C'est pas des prétentions de ma part, c'est plutôt des promesses. Ce sont des actions qui peuvent être louches, irréalisables. On en a connu autant.
nous sommes déjà habitués à des choses comme ça de toutes les façons, parler quand même. Merci de me permettre de déballer mes idées. Ce sont des promesses que nous faisons. Nous avons un programme d'action qui est déjà prêt. Nous avons un programme de gouvernement qui est prêt et nous savons vers quoi nous allons mener la République démocratique du Congo, vers la rationalisation des recettes du pays. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin par exemple de multiplier les taxes. Les petites taxes qu'il y a là en place, nous pouvons seulement les récolter, avoir un peu plus de finances pour ramener notre pays vers un certain développement. Aujourd'hui, il y a un besoin élémentaire dans le social. Nous avons besoin, ne fût-ce que de l'éducation. Quand je parle d'éducation, ne me parlez pas de Kinshasa, de certaines écoles qu'il y a à Kinshasa. Il faut aller voir en province comment les populations ont des difficultés pour avoir ne fût-ce qu'un étoffe à se mettre dessus, pour avoir ne fût-ce qu'une porte à mettre dans cette maison. Aujourd'hui, au Congo, dans des villages, il y a encore des maisons sans fenêtres et portes. Ça existe. Il y a encore des gens qui n'ont pas d'habits à se mettre. Ceux-là sont moins congolais que nous autres? Non. Le problème de route. Aujourd'hui, quand on nous parle d'élections, on dit qu'il y a des difficultés des routes pour relier toute la nation. Mais à qui revient ce devoir de construire des routes? N'est-ce pas au gouvernement? Et pour en arriver parlons là, de Kinshasa aujourd'hui, parlons de la voirie de Kinshasa. Il y a plein de véhicules qui arrivent chaque jour. Il n'y a pas un certain mécanisme qui est mis en place au vu des paramètres techniques, je ne sais pas moi, de respect de l'environnement pour déclasser certains véhicules et de réguler la circulation. Il n'y a pas de nouvelles routes à Kinshasa pour dégorger les embouteillages. et pour en arriver là, voilà pourquoi vous programmez des marches, même dans des façons les plus illégales. Pour en arriver là, voilà pourquoi nous avons un programme de gouvernement que nous allons mettre en place une fois que nous aurons le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, nous au MSC, nous avons dit que nous allons l'avoir de la manière la plus démocratique qui existe. Voilà pourquoi nous appelons à aller aux élections. Même si les élections tardent à venir, vous êtes en train de programmer, vous avez constitué un front avec le rassemblement, vous êtes appelé à des marches pacifiques, selon vous, pour qu'une fois que la population sera dans la rue, vous puissiez en profiter pour créer beaucoup de troubles. Donc c'est par voie de marche, par voie d'insurrection que vous allez tendre ou bien prétendre avoir les devants et plus tard être au pouvoir. Je ne sais pas si nous arrivons à nous comprendre sur ce plateau. Le MLC, depuis 2006, est engagé dans une opposition forte et républicaine. Je parle du MLC parce que je suis du MLC. Je ne veux pas vous amener loin. L'opposition forte et républicaine, savons que nous voulons avoir les élections pour que nous puissions avoir le pouvoir. Nous aurons le pouvoir par la voie des élections. Nous avons fait la guerre. Nous savons le prix de la paix parce que nous avons fait la guerre. Nous savons que la guerre n'est pas facile au MLC. Et la paix est plus importante. C'est ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous voulons manifester des manières les plus pacifiques qui existent. Si l'action des catholiques a été de lancer des pierres sur le palais du peuple ou le palais de la nation, nous n'allons pas nous y engager. Nous sommes, nous, le MLC, dans une voie, dans une logique de manifestation pacifique, de rester dans ce qui est le cadre le plus légal qui puisse exister et avoir le pouvoir dans ce cadre-là, dans le cadre des élections. Voilà pourquoi, par exemple, nous, au MLC, nous n'avons pas échafaudé certaines théories sur un départ de quelqu'un. D'une certaine manière, nous avons dit, nous, c'est cap vers les élections. Eh bien, mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, c'était M. Landry Régis Kaswama, qui est cadre du MLC. Il a essayé de répondre à nos questions selon sa façon. Et toutefois, notre brèche reste encore ouverte. M. Landry, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un dernier mot. Vous avez un dernier mot, bien sûr. Vous pouvez vous adresser à la population, ainsi peut-être qu'à tous les militants, ainsi que cadres de votre parti qui sont en train de vous suivre actuellement. À tous les membres du MLC, à tous les Congolais, à tous ceux qui sont de notre base, nous disons, tenez bon, nous allons continuer ensemble le combat de réhabiliter la dignité du peuple congolais. Et j'ai eu l'occasion aujourd'hui de passer sur une chaîne chrétienne. Je pense que le chrétien congolais, aujourd'hui le pays, la nation congolaise est à plus de 80% chrétienne. Le chrétien doit se remettre en cause de savoir que le chrétien a une certaine part dans le développement du Congo. Nous devons penser à notre communauté et non à penser à nos intérêts propres. Nous sommes aujourd'hui à l'instant des fêtes de Noël. Je pense à vous tous qui êtes là et puis je vous souhaite joyeux Noël. Et que le Seigneur nous garde pour les jours à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pensez à notre communauté, non pas à nos propres intérêts. Ce sont là les derniers mots que M. Régis Landry, que nous avons eu à recevoir ce plateau, a pu avoir comme dernier mot.
Merci également vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Et très prochainement pour un nouveau numéro. Soyez toujours branchés sur nos antennes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok.